Christy s'envole pour l'Espagne avec son amoureux pour des vacances romantiques. Mais elle ne reviendra jamais. Cette maman a-t-elle mis fin à ses jours ou a-t-elle été tuée ? Je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui m'a beaucoup touchée et énervée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ceux qui me suivent depuis un moment ont sûrement remarqué que j'ai à cœur de sensibiliser au maximum sur le problème des violences conjugale et je trouve que cette affaire est très intéressante puisqu'elle peut permettre à de nombreuses femmes d'ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe dans leur relation, mais également à tout le monde de se poser des questions sur le système en général. Cette histoire, c'est celle de Christy Ward, une femme irlandaise qui vit à Dundrum. Alors Dundrum, c'est un quartier de Dublin qui était à l'origine un village à part entière, mais qui désormais fait partie intégrante de la ville de Dublin et qui est devenu le meilleur quartier de la ville pour faire du shopping, puisqu'on y trouve un des plus grands centres commerciaux d'Europe, le Dundrum Town Centre. Christy est maman célibataire et elle a un fils qui s'appelle Evan, qui est âgé de 14 ans au moment de notre affaire. Et elle est également très proche de sa maman, Jackie, qu'elle considère comme sa meilleure amie. Elle est également proche de son papa, John, de sa sœur Zoé et de son frère, Ryan. Vous l'aurez compris, elle est très famille et elle sait prendre soin de ses proches. Mais Christy n'est pas qu'une maman, une sœur ou encore une fille, c'est également une femme de 36 ans qui a envie de se sentir belle et séduisante, qui cherche l'amour et qui souhaite avoir un homme à ses côtés. C'est comme ça que Christy tombe éperdument amoureuse d'un homme d'à peu près son âge qui s'appelle Keith Byrne et qui est un ancien militaire. Il a exercé comme militaire en Angleterre puisqu'il était Irish Guards. Vous savez, ce sont les fameux gardes de la reine avec leurs grandes toques noires sur la tête. Je vous mets une photo, mais vous les connaissez tous. Et il a également exercé comme parachutiste. Mais en 2017, il a quitté l'armée et lui aussi est papa célibataire. Il a 3 enfants. C'est vrai que c'est rassurant pour une maman célibataire de se mettre en couple avec quelqu'un qui rencontre les mêmes problématiques et qui ne sera pas surpris qu'elle fasse passer ses enfants en premier, enfin son enfant puisqu'elle n'en a qu'un. Donc Christy a de bons espoirs que cette relation évolue et dure dans le temps. Elle tombe dans les bras de cet homme et c'est une relation passionnelle qui débute. Malheureusement, comme vous le savez, les débuts de relation sont souvent idylliques, mais avec le temps, Keith révèle son vrai visage. Et la relation devient complètement chaotique. Ils n'arrêtent pas de se disputer, ils n'arrêtent pas de se séparer et de se remettre ensemble. Et en plus de ça, le couple est assez fêtard. Ils aiment tous les deux prendre de la cocaïne et de l'alcool. Et forcément, quand on est dans un état second et qu'on est déjà en froid avec quelqu'un, eh bien, ça a tendance à exacerber les tensions. En tout cas, ça n'arrange absolument pas la situation. Les proches de Christy, de leur côté, détestent Keith. Dans ce genre de relation, ce sont souvent les proches qui sont les premiers à remarquer qu'il y a un souci. Ils ont la sensation qu'il n'est pas une bonne personne et qu'en tout cas, il n'est pas la bonne personne pour Christy. Mais de son côté, Christy, elle, est aveuglée par l'amour et pour ouvrir les yeux et réaliser que cette relation est toxique, elle a besoin d'un électrochoc. Et pour essayer de provoquer cet électrochoc, elle a une idée, celle de partir en vacances une semaine avec Keith. Ma foi, c'est une bonne idée puisque c'est vrai que les vacances, le fait d'être H24 avec une personne hors de chez soi, ça peut permettre de révéler des choses. Parfois c'est positif, on se rapproche de la personne puisqu'on crée de beaux souvenirs avec cette personne, mais parfois c'est tout l'inverse et on n'a qu'une envie, c'est de prendre l'avion en sens inverse. Juste avant que Christy ne parte en vacances, sa maman Jackie a un très mauvais pressentiment. Elle a l'impression de ne plus reconnaître sa fille, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle en parle même à ses proches en leur disant « J'aurais aimé qu'elle reste ici, j'aurais aimé qu'elle ne parte pas avec cet homme en vacances. » Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais Christy et Keith sont bien partis, ils sont montés dans l'avion et ils ont choisi de se rendre sous le soleil espagnol, plus précisément dans la ville de Salou, qui est particulièrement prisée des touristes pour ses belles plages à l'eau turquoise.
Le couple a posé ses valises dans l'hôtel Magnolia, un hôtel avec piscine, spa, sauna, hammam, qui est réservé aux adultes. Donc un hôtel dans lequel on s'imagine passer des vacances reposantes, avec un maximum de tranquillité. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça pour Christy, puisqu'elle a enfin l'électrochoc qu'elle attendait. Le fait de se retrouver comme ça avec Keith, en vacances, dans un autre pays, lui fait prendre conscience qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, puisqu'elle n'arrive pas à profiter de ses vacances. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Et elle se dit qu'elle serait bien plus heureuse sans lui. Le dimanche 2 juillet 2023, après avoir passé du temps à consommer de l'alcool et de la drogue comme ils aimaient le faire, Keith et Christy retournent dans leur chambre d'hôtel où ils se disputent, très violemment et très bruyamment. En effet, Christy annonce dans cette chambre d'hôtel à Keith qu'elle veut le quitter. Elle n'est plus du tout heureuse. Et cette fois, ce n'est pas comme les autres fois. Elle ne reviendra pas. C'est une véritable rupture. Sa décision est prise et elle est ferme et définitive. Et cette décision ne plaît pas à Keith, qui se met à lui crier dessus, à essayer d'argumenter. Et cette dispute, très bruyante, alerte les autres vacanciers qui préviennent la réception. Un employé est envoyé dans la chambre pour vérifier que tout va bien. Malheureusement, il tarde un peu à s'y rendre. Et quand il arrive, il est saisi d'effroi. Il est complètement traumatisé par ce qu'il voit. Christy est allongée au sol, inerte, avec un câble de lisseur enroulé autour du cou. Tandis que Keith est allongé à ses côtés, visiblement blessé. Donc l'homme appelle immédiatement les secours. Keith est envoyé à l'hôpital, je vous ai dit qu'il était blessé, en fait il s'est tranché les veines lui-même, donc il est envoyé à l'hôpital pour être soigné, mais les blessures sont superficielles, donc après des soins et une bonne nuit de sommeil, il est envoyé en garde à vue. En effet, contrairement à lui, les blessures de Christy ne sont pas superficielle. Christy a été étranglée par derrière avec le câble de son propre lisseur. Et après de longues minutes de souffrance, elle est morte. Les secours, quand ils sont arrivés, ont tenté de la ressusciter, de lui faire un massage cardiaque. Malheureusement, il était trop tard. Christy n'avait que 36 ans. Elle laisse derrière elle un enfant, un adolescent de 14 ans, qui va devoir grandir, devenir un adulte sans sa maman. Elle laisse également derrière elle sa famille, choquée d'apprendre qu'elle est morte, qu'elle a été tuée par téléphone. Et en plus, Christy se trouve dans un autre pays, ils ne peuvent même pas être là très rapidement. Il y a la barrière de la langue, enfin plein de choses qui s'ajoutent à l'horreur de la situation. Mais Keith, qui pourrait au moins assumer et se sentir extrêmement mal après ce qu'il a fait, décide de continuer sur sa lancée et de continuer donc à se comporter comme un lâche et un sadique. Il prétend qu'il n'y est pour rien dans la mort de Christy. Il la traite carrément de folle, il dit qu'elle était particulièrement tarée à chaque fois qu'elle avait consommé de la drogue et de l'alcool, qu'elle avait plusieurs personnalités, que parfois elle pouvait être 4 personnes différentes dans la même nuit, et qu'il l'a laissée seule suite à une dispute. Il est parti pour se calmer, pour prendre un peu l'air, et quand il est revenu dans la chambre d'hôtel, il a fait la macabre découverte. Christy s'était pendue à une poignée de porte. Bon, encore une fois, personne ne croit à ses mensonges. Il est envoyé en prison en attente de son procès. Et là encore, au lieu de se comporter normalement, c'est-à-dire, je sais pas, en pleurant dans sa cellule, comme une personne triste de ce qu'elle a fait, eh bien, il décide de se filmer et d'envoyer la petite vidéo à ses proches. Bon, je ne sais pas trop comment ça se fait, mais cette vidéo a été balancée sur Internet, donc je vais vous la diffuser. Je ne sais pas trop non plus comment il a pu être autorisé à se filmer comme ça dans sa cellule de prison, mais vous allez voir que le pire, c'est ce qu'il raconte dans cette vidéo. Send this to everyone, will you? I love you all so much. So much. I love you. I'm okay. I'm safe. Going to school, fucking learning Spanish, going to the gym, swimming, playing football. A1. I'm fucking A1. I'm in a low security unit.
There's no violence here, nothing like that. It's not allowed, or else you get fucked out. All the prisoners are on the sus. They don't let anyone at the bars because it fucks them all up, so it's A1. So we want like that. Obviously, now I didn't do it because I found the girl dead. I love you all very much, and just keep this video if you ever want to watch it. I love you, right? All my heart. Mwah. See you all soon. Cette vidéo a été tournée quelques semaines seulement après le crime. Et même s'il disait vrai et que Christy s'était donné la mort, ça doit être super traumatisant. Après une dispute, d'entrer dans la chambre et de découvrir celle qu'on est censé aimer qui s'est pendue. J'imagine même pas la souffrance et l'horreur de cette situation. Or là, on voit Keith qui n'en a strictement rien à faire. Il a l'air impassible, voire même heureux. Et il parle de Christy comme si c'était une fille qu'il ne connaissait pas, en disant « cette fille que j'ai trouvée morte », alors que ça faisait quand même 8 mois qu'ils étaient ensemble au moment des faits. J'imagine aussi la haine qu'ont dû ressentir les proches de Christy quand ils ont entendu ce type en train de raconter qu'il est super heureux en prison, qu'il y passe de super moments, qu'il fait plein de choses fun. On dirait qu'il parle d'un séjour en colonie de vacances et vraiment ça m'écoeure. Le procès a eu lieu 2 ans après les faits, soit l'été dernier, en juillet 2025. Et sans surprise, Keith n'a absolument pas changé. Les 2 ans qu'il a passés en détention ne lui ont servi à rien puisqu'il arrive au procès en se disant toujours innocent. Il plaide non coupable et affirme toujours que Christy a mis fin à ses jours. Lors du procès, on apprend que Keith n'en était pas à son coup d'essai puisque Christy n'était pas la première femme qui a été victime de sa violence. Il y a 2 ex-petites amies à lui qui sont venues témoigner en faveur de Christy pour raconter le calvaire qu'elles avaient vécu avec lui. Alors malheureusement, on n'a pas le témoignage des 2, il n'y en a qu'une seule qui a rendu son témoignage public et cette jeune femme raconte quelque chose de terrifiant puisqu'elle dit qu'elle aussi a été étranglée par Keith. C'est grâce à l'intervention de personnes qui ont vu la scène et qui lui ont ordonné de la lâcher qu'elle a survécu. Sinon, elle est persuadée qu'elle aussi aurait pu mourir et se retrouver à la place de Christy. Cette femme explique que comme Christy, elle était sous l'emprise de Keith qui lui faisait vivre un enfer mais qu'elle n'arrivait pas à le quitter. Et au final, elle a eu la chance d'être bien entourée, d'avoir des proches qui ont été là pour elle. Sinon, elle serait sûrement retournée avec lui et il aurait bien pu finir par la tuer comme il l'a fait avec Christy. On voit bien qu'il y a un schéma qui se reproduit avec un homme qui fait subir de la violence psychologique aux femmes et de la manipulation jusqu'à ce qu'elles soient sous son emprise. Et une fois sous son emprise, le calvaire commence avec des violences psychologiques quotidiennes et de la violence physique et toujours cet étranglement. Alors l'étranglement n'est pas une violence anodine, puisque statistiquement, une personne qui en violente une autre en l'étranglant a plus de chances d'un jour passer à l'acte et de commettre un meurtre. Cependant, malgré ces témoignages alarmants, Keith n'a pas un gros casier judiciaire, il n'a jamais été condamné pour ses violences conjugales, il a uniquement commis des petits délits. Donc il a notamment été surpris un jour en train de siphonner le diesel d'une voiture. Il était également recherché par l'armée puisqu'il a déserté. En fait, quand il a quitté l'armée, il n'a pas pris la peine de démissionner, il est juste parti sans rien dire à personne, ce qui est interdit. Il y a un truc aussi dans sa carrière de délinquant que j'ai trouvé très intéressante, c'est que quand il était jeune, quand il avait la vingtaine environ, il faisait les 400 coups avec un autre homme qui s'appelle Caolan Smith et qui a fait parler de lui en Irlande pour des faits très graves. C'est un gros criminel là-bas, puisque après une vie de petits délits, il s'est associé à un gros cartel pour lesquels il est devenu tueur à gages et il a été arrêté en 2017 après avoir tenté d'assassiner un homme. Bon, il n'y a aucune preuve comme quoi Keith était toujours en contact avec lui au moment de notre affaire, mais bon, c'est une anecdote qui est plutôt intéressante. Revenons-en à notre affaire. Comme je vous l'ai déjà dit, la défense de Keith, c'est de dire que Christy était complètement folle, qu'elle avait de gros problèmes psychiatriques et qu'elle a fini par se donner la mort à cause d'une dispute. Les proches de Christy sont formels, c'est complètement faux. Christy ne souffrait d'aucune maladie mentale, elle allait très bien, elle était très heureuse dans sa vie, son seul problème c'était sa relation avec Keith, et ils sont très énervés qu'il raconte ça.
Comme vous le savez sûrement, c'est toujours, mais absolument toujours l'excuse que donnent les hommes violents pour se défendre quand ils sont pris la main dans le sac. Ils expliquent que ce n'est pas de leur faute, que leur copine, leur ex, leur femme les a poussés à bout parce qu'elle était complètement folle ou hystérique, ils aiment bien ces deux mots. Ils essaient comme ça de retourner la situation et de se faire passer pour des victimes qui ont fini par craquer, alors que bien souvent c'est plutôt leur comportement abject qui a rendu les femmes complètement folles. Les proches de Christy ne croient pas une seule seconde qu'elle ait pu se donner la mort, déjà pour les raisons évoquées précédemment, mais aussi parce que Christy aimait tellement son fils qu'elle ne l'aurait jamais abandonné. En plus, elle aurait au minimum laissé une lettre, or là, il n'y a même pas un mot, rien du tout, donc c'est impossible selon eux. Elle était, comme je vous le rappelle, très proche de sa famille, donc si jamais un jour elle avait dû se donner la mort, c'est sûr qu'elle aurait laissé des lettres à tout le monde, à son fils, à ses parents et à son frère et sa sœur. Or là, rien du tout. En plus, elle avait déjà réservé son billet d'avion pour le retour. Elle comptait rentrer le 4 juillet, soit 2 jours seulement après sa mort. Donc, quel intérêt de prendre un billet retour si elle ne comptait pas rentrer ? De toute façon, au niveau des preuves scientifiques, il n'y a aucun doute, puisque la façon dont Christy a été étranglée est très claire. Il s'agit bien d'un étranglement par derrière et pas d'une pendaison. Et puis, il y a aussi l'état dans lequel la pauvre Christy se trouvait au moment de sa mort. En effet, le médecin légiste a retrouvé une très grande quantité d'alcool et de cocaïne dans le sang de Christy, une telle quantité qu'elle était extrêmement faible au moment de sa mort. Elle n'était certainement pas en état de se donner la mort toute seule, en tout cas pas du tout de la façon dont Kiss l'a expliqué, et puis elle n'était pas non plus en état de se défendre. Ça rajoute encore plus à l'horreur, puisque déjà que tuer sa compagne, c'est un acte absolument immonde, mais en plus, cet homme, Kiss, a choisi de le faire au moment où cette compagne était extrêmement vulnérable, quasiment en coma éthylique, incapable de se défendre. Ça révèle, de sa part, une grande lâcheté et une personnalité cruelle. J'imagine à quel point Christy a dû avoir peur au moment de sa mort. Elle venait enfin d'avoir le courage de quitter celui qui lui pourrissait la vie depuis des mois. Elle devait sûrement se dire qu'elle allait profiter de la fin de son séjour pour penser à elle. Boire des petits cocktails, profiter de la plage, se baigner. Voilà, passer un séjour finalement reposant. Se changer les idées. Mais finalement, elle est assassinée, étranglée. Un étranglement, je le rappelle à chaque fois, mais c'est quelque chose de long et de très douloureux. Elle a passé plusieurs minutes à comprendre que la mort arrivait. J'imagine que ses pensées sont allées vers son fils, qui allait se retrouver orphelin. Elle était dans un état de grande vulnérabilité, incapable de se défendre. Son agresseur était plus grand et plus fort qu'elle, et elle était seule avec lui dans une chambre d'hôtel, très loin de chez elle, dans un autre pays. Kiss l'a tuée parce qu'il a décidé que si lui ne pouvait pas la voir, alors personne ne l'aurait. C'est en tout cas la théorie qui a été avancée par le procureur au vu de la personnalité de Kiss. En Espagne, il y a un système un peu particulier puisque en plus du procureur de base qui est nommé par la justice, eh bien la famille peut également faire appel à un procureur privé de leur côté, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, le procureur, on va dire public, a décidé de requérir 20 ans de prison contre Kiss, tandis que le procureur privé, donc que la famille a ramené, a décidé de requérir 30 ans contre Kiss. Tandis que l'avocat de Kiss, lui, a demandé son acquittement, puisque je vous rappelle que Kiss a plaidé non coupable et qu'il dit ne pas être responsable du tout de la mort de Christy. Quand Kiss prend la parole, c'est pour détruire une nouvelle fois Christy. Et pour se mettre sur un piédestal, puisqu'il se décrit lui-même comme quelqu'un de très intelligent, de très respectueux, un papa de 3 enfants, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui n'a jamais fait de mal à une mouche. D'ailleurs, il n'a jamais été condamné pour violence conjugale, c'est bien la preuve qu'il n'était pas quelqu'un de violent. Et voici ce qu'il dit à la fin du procès. Ça fait 2 ans que les gens me traitent de tueur et que je suis enfermée dans une prison de merde pour un crime que je n'ai pas commis. Je suis ici aujourd'hui en tant que témoin, mais aussi en tant que victime. Il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un Avant que Christy ne soit emmenée par la police, je lui ai fait un bisou. Et mes derniers mots ont été « Je t'aime pour toujours, de tout mon cœur
et de toute mon âme. Ce n'est pas de ta faute. Repose en paix. » Finalement, sans grande surprise, les jurés reconnaissent à l'unanimité Keith coupable de meurtre. Cependant, la décision de la juge est plutôt surprenante. Et j'ai bien dit la juge, il s'agit d'une femme, et je précise également que le procès s'est tenu dans un tribunal spécialisé dans les violences faites aux femmes. On s'attend par conséquent à une peine de prison assez conséquente, d'autant plus que Keith n'en est pas à son coup d'essai, il a violenté d'autres femmes dans le passé, en tentant d'en assassiner une autre, puisque son ex a dit que si elle n'avait pas été sauvée, elle serait morte. Et il ne présente absolument aucun remords. Mais la juge estime qu'étant donné qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue au moment du crime, il s'agit d'une circonstance atténuante, puisqu'il n'avait pas toutes ses facultés cognitives au moment du meurtre. Elle décide donc de lui donner la peine maximum dans ce contexte, qui n'est que de 15 ans de prison. Donc, pas du tout ce que les deux procureurs avaient requis. C'est carrément la moitié de ce que le procureur privé avait requis. Une grosse pensée pour Evan, qui n'avait que 14 ans quand sa maman a été tuée. J'imagine à quel point ça a dû être effroyable pour lui d'apprendre cette nouvelle, de ne pas pouvoir dire au revoir à sa maman. C'était tellement, soudain, tellement inattendu. Les proches de Christy ne s'attendaient absolument pas à ce qu'elle soit assassinée. Ils n'aimaient pas Keith, mais c'était pas au point de penser qu'il était capable de faire ça. Ils n'ont jamais eu peur pour la vie de Christy, donc ça a été vraiment un choc pour eux d'apprendre ça. Heureusement, Evan a pu être recueilli par ses grands-parents maternels qui ont décidé de lui donner exactement la même éducation que Christy lui donnait, puisque c'était une maman formidable, qu'elle faisait un travail formidable avec son fils. Donc, en son honneur, ils ont décidé d'élever Evan avec exactement les mêmes valeurs que Christy lui transmettait. Et j'ai une pensée aussi justement pour eux, pour les parents de Christy, pour son frère et pour sa sœur, qui sont complètement dégoûtés par le jugement qui a été rendu, par la sanction qu'ils estiment très faible. Ils se sont carrément dit déçus et brisés par cette sanction. Je profite aussi du sujet de cette vidéo pour vous rediffuser le violentomètre. C'est un outil plutôt bien fait qui permet de se rendre compte si on se trouve dans une relation abusive ou pas et de partir avant qu'il ne soit trop tard. Comme je vous le répète également à chaque fois, mais on ne le dira jamais assez, le moment où une victime de violence conjugale est la plus vulnérable, c'est au moment de la rupture. La plupart des meurtres ont lieu à ce moment-là, donc si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, faites bien attention à ne pas quitter la personne alors que vous êtes seul avec elle dans un lieu privé. Essayez de bien réfléchir à votre départ en pensant en priorité à votre sécurité. J'ai une pensée également pour celles et ceux qui me regardent et qui ont été victimes de violences conjugales. Je sais qu'il y en a parmi vous, il y en a certains qui se sont déjà confiés dans l'espace commentaire. J'en ai même qui m'ont confié avoir perdu des proches, des femmes de leur famille qui sont mortes sous les coups de leur ex, de leur conjoint ou de leur mari. Donc je pense très fort à vous. Et j'espère qu'à force qu'on en parle, les choses vont évoluer. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en France, il y a chaque année 295 000 personnes environ qui sont victimes de violences conjugales et que 71% d'entre elles sont des femmes. C'est donc un gros problème de société et il est important que les choses évoluent et que ces violences soient prises de plus en plus au sérieux. Il y a déjà eu une évolution puisque sachez qu'avant 1975, le fait de tuer sa femme ou son ex était considéré comme un crime passionnel et donc une circonstance atténuante au moment du procès. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire de consommation d'alcool et de drogue qui serait une circonstance atténuante. Je vous avoue que j'ai été très surprise par la décision de la juge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que selon vous, elle a eu raison et qu'effectivement le fait d'avoir consommé ces substances rend l'accusé moins coupable, en tout cas moins responsable de ce qu'il a fait? Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.